La croissance économique. On entend ce mot absolument partout, dans les titres, à la télé, dans les discours politiques. On dirait le bulletin de santé d'un pays. Mais honnêtement, quand on entend la croissance est de 2%, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'on nous donne un chiffre, comme un score, et qu'on est juste censé applaudir s'il est positif. Mais est-ce qu'un chiffre qui augmente, ça veut dire que tout va mieux pour tout le monde? C'est la vraie question, n'est-ce pas? Et la réponse est souvent bien plus nuancée qu'un simple oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. On va décortiquer ce qu'est la croissance, comment on la mesure réellement et pourquoi ça ressemble plus à des montagnes russes qu'à une jolie ligne droite. Hmm. Pour nous guider, on s'appuie sur des extraits d'une analyse économique qui utilise la Tunisie comme étude de cas. C'est très concret. L'objectif est simple. À la fin, on aura les clés pour lire entre les lignes, pour faire la différence entre une économie qui produit plus et une où juste les prix flambent. C'est un excellent programme. Et je pense que le plus simple pour ne pas se perdre, c'est de commencer par la base. La question la plus évidente. Oui. Au fond, qu'est-ce que c'est la croissance économique? Ah, bonne question. L'idée qui me vient comme ça, spontanément, c'est créer plus de richesses, produire plus de choses. Je suis dans le vrai? Vous êtes en plein dedans. Mais le diable, comme on dit, est dans les détails. Ce que la source souligne, et c'est très important, c'est qu'on parle d'un accroissement durable et sur le long terme. D'accord, donc pas juste un coup de chance sur un trimestre. Non, voilà. C'est un phénomène de fond, un accroissement soutenu de la production globale. Et surtout, c'est un phénomène quantitatif. On peut lui mettre un chiffre dessus. Et alors, comment on fait pour mesurer toute cette richesse? On ne peut pas juste compter les voitures et les baguettes de pain une par une. Il doit y avoir un indicateur global, une sorte de thermomètre. Il y en a un, oui, et c'est le plus célèbre de tous, le PIB, le produit intérieur brut. Le fameux PIB. Pour faire simple, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées dans un pays en une année. Ça mesure, en quelque sorte, la taille du gâteau économique total. Par exemple, notre document nous dit qu'en 2018, le PIB de la Tunisie, c'était environ 112 000 millions de dinars. C'est un chiffre qui paraît énorme, mais seul, comme ça, il ne dit pas grand-chose, j'imagine. Exactement. Justement, et c'est là que ça devient intéressant, je regarde les chiffres du document. Le PIB tunisien, il passe d'environ 95 000 millions en 2016 à 102 000 en 2017. Le chiffre a bien grimpé, c'est une super nouvelle, non? On a créé plus de richesses, l'économie va mieux. Et voilà, vous venez de mettre le doigt sur le piège le plus classique. C'est vraiment le premier point à démystifier. Pour comprendre ce chiffre, il faut absolument, et j'insiste, faire la distinction entre le PIB nominal et le PIB réel. Ok, attendez. Nominal et réel. Laissez-moi deviner. Je prends un exemple. Disons qu'il y a une boulangerie. En 2022, je vends 100 baguettes à 1 euro, mon chiffre d'affaires 100 euros. Simple. En 2023, tout augmente, l'inflation. Je vends les mêmes 100 baguettes, mais cette fois à 1,10 €. Mon chiffre d'affaires nominal est maintenant de 110 euros. Sur le papier, il a augmenté de 10%. C'est ça. Mais ma production réelle, le nombre de baguettes que j'ai fabriquées, elle n'a pas bougé. C'est bien ça l'idée. C'est une analogie absolument parfaite. Vous avez tout compris. Le PIB nominal, qu'on appelle aussi à prix courant, c'est vos 110 euros. Il peut augmenter soit parce que vous vendez plus de baguettes, La vraie croissance. soit parce que le prix de la baguette a augmenté, l'inflation. Et c'est pour ça qu'il peut être trompeur. Pour savoir si on a vraiment été plus productif, on regarde le PIB réel, ou à prix constant. Et lui, comment il fonctionne? Lui, il va calculer la valeur de votre production de 2023 en utilisant les prix de 2022. Dans votre exemple, votre PIB réel serait toujours de 100 euros, montrant qu'il n'y a eu aucune croissance réelle de la production. D'accord, donc le PIB réel, c'est le chiffre qui est nettoyé de l'effet de la hausse des prix. C'est le seul qui nous dit si on a vraiment produit plus. Et pour la Tunisie, ça donne quoi quand on applique ce filtre? L'exemple est très clair dans le document. Entre 2016 et 2017, le PIB nominal a bien bondi de 95 000 à 102 000 millions dinars. Mais quand on regarde le PIB réel, donc calculé avec les prix de 2015 comme référence, l'augmentation est bien plus modeste. Beaucoup moins, j'imagine. Oui, on passe de 90 805 à 92 843 millions. La croissance est bien là, mais elle est beaucoup moins spectaculaire. L'outil mathématique qui permet de faire cette purification, on l'appelle le déflateur du PIB. C'est lui qui mesure l'évolution générale des prix. C'est fou comme un seul mot, nominal ou réel, change complètement l'histoire. Bon,
Maintenant qu'on sait qu'il faut se concentrer sur le PIB réel, comment est-ce qu'on exprime son évolution? On entend partout parler de taux de croissance de 2%. C'est quoi la boîte à outils? Oui, il y a une petite boîte à outils, assez simple en fait. L'outil le plus connu, c'est celui que vous venez de citer, le taux de croissance annuel, le TCA. Le fameux chiffre du journal de 20 heures. Exactement. C'est simplement le pourcentage de variation du PIB réel d'une année sur l'autre. C'est la photo instantanée de la performance de l'année. Nos sources montrent par exemple qu'en Tunisie, le TCA était de plus 2,24% en 2017. La production réelle a bien augmenté de ce pourcentage. D'accord. Mais cet indicateur peut aussi être brutalement négatif. L'exemple de 2020 est frappant, un TCA de moins 9,18%. C'est une chute vertigineuse de la production. Moins 9,18%. Ah oui, je m'en souviens. En 2020, on sentait bien que tout était à l'arrêt, que l'économie tournait au ralenti. Ce chiffre est violent, mais il traduit bien ce sentiment de contraction. Il met un chiffre précis sur une sensation collective. Mais le TCA a aussi ses limites. Justement, j'allais y venir. Le TCA, c'est un peu le bulletin météo de l'année. Mais si on veut regarder la tendance sur, disons, 10 ans, on ne peut pas additionner tous les pourcentages, si? Ça me paraît un peu bizarre comme calcul. Non, votre intuition est bonne, on ne peut surtout pas les additionner. C'est là qu'intervient le deuxième outil, très pratique, le coefficient multiplicateur, ou CM. Coefficient multiplicateur. Lui, il est plus simple. Il nous dit juste par combien le PIB a été multiplié sur une période. On divise la valeur d'arrivée par la valeur de départ, c'est tout. D'accord. Pour 2017, avec une croissance de 2,24%, le CM était de 1,0224. Et le passage de l'un à l'autre est un jeu d'enfant. TCA égale CM-1 fois 100. Si votre CM est inférieur à 1, disons 0,85, eh bien ça veut dire que votre PIB a baissé de 15%. C'est très visuel. D'accord, la boîte à outils est claire, mais maintenant, il faut qu'on parle de l'essentiel. L'économie a une croissance de 2%. Super. Mais est-ce que ça veut dire que ma part du gâteau a aussi augmenté de 2%? Est-ce que le niveau de vie de la population a vraiment suivi? C'est la question fondamentale. Et pour y répondre, il faut un autre indicateur, le PIB réel par habitant. Par habitant. Donc on divise. Le principe est simple, oui. On prend le gâteau total, le PIB réel, et on le divise par le nombre de convives, c'est-à-dire le nombre d'habitants. On rapporte la richesse créée à la population qui doit se la partager. Tout de suite une limite énorme. C'est une moyenne, n'est-ce pas? Oui, absolument. On tombe en plein dans le piège de la personne qui a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur. En moyenne, sa température est bonne, mais sa situation est, disons, inconfortable. Une poignée de personnes très riches peut tirer la moyenne vers le haut sans que ça change quoi que ce soit pour la majorité des gens. C'est la critique principale et elle est parfaitement juste. Cet indicateur ne dit rien, absolument rien, des inégalités. C'est une vue d'ensemble, pas une photo individuelle. Et il y a un deuxième facteur qui est parfois encore plus décisif, c'est la démographie. Le nombre d'invités qui arrivent à table? Précisément, si le gâteau, donc le PIB réel, grossit plus vite que le nombre d'invités, alors la part moyenne de chacun augmente. Le niveau de vie moyen s'améliore. Logique? Mais, et c'est le point clé, si le gâteau grossit moins vite que le nombre d'invités, ou pire, s'il stagne alors que de nouveaux invités arrivent, eh bien la part de chacun diminue mathématiquement. Le niveau de vie moyen se détériore. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne quand on applique ça au cas tunisien sur la période étudiée? L'exemple est malheureusement très parlant. Sur la période 2015-2020, le document montre que le taux de croissance annuel moyen du PIB réel était négatif, à moins 0,49%. Donc le gâteau a légèrement rétréci chaque année. En moyenne, oui. Pendant ce même temps, la population, elle, a continué de croître, à un rythme de 1,11% par an. Plus de monde pour se partager un gâteau un peu plus petit. Le résultat, c'est une détérioration nette du niveau de vie moyen. Le PIB par habitant a chuté de 1,6% par an en moyenne sur ces 5 années. C'est là qu'on voit que le chiffre unique de la croissance, balancé comme ça, ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Et en regardant ces chiffres, on voit bien qu'on passe de plus 2,5% à plus 1,4%, puis on plonge à moins 9%. C'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est ça qu'on appelle un cycle économique, cette espèce de parcours en montagne russe. C'est exactement ça. La croissance, c'est la tendance de long terme, la direction générale. Mais le chemin pour y arriver n'est jamais droit. Il est fait d'une succession de phases, des accélérations, des ralentissements. Ce sont les cycles économiques. Et quelles sont les étapes de ce grand 8? On identifie généralement 4 phases principales. La première, c'est l'expansion.
Là, c'est quand le moteur tourne à plein régime et qu'il accélère. Le taux de croissance augmente. Par exemple, si on passe de 2,2% une année à 2,5% l'année suivante. La production augmente et de plus en plus vite. D'accord, c'est la montée. Et logiquement, après la montée, ça ralentit un peu. C'est ça. On entre alors dans la phase de récession. Et là, il faut faire très très attention. C'est un point qui prête souvent à confusion. Ah oui, attendez, c'est un point super important. Pour le commun des mortels, et moi la première, quand on entend récession, on imagine tout de suite que tout est dans le rouge, que l'économie s'effondre. Mais si je comprends bien, c'est plus subtil. C'est comme si on était sur l'autoroute à 130 km/h et qu'on ralentissait à 80. On avance toujours, mais on a clairement levé le pied. Votre analogie est parfaite. La récession, c'est un ralentissement de la croissance. Le taux de croissance diminue, on peut passer de 3,9% à 2,4%, mais il reste positif. L'économie crée toujours de la richesse, la production augmente encore, mais moins rapidement qu'avant. C'est un ralentissement, pas un arrêt. Et le vrai coup de frein d'urgence, c'est quand... C'est la phase suivante, la dépression. Là, on passe dans le rouge. Le taux de croissance devient négatif. La production baisse. C'est l'exemple dramatique de la Tunisie en 2020, qui passe de plus 1,4% à moins 8,8%. Là, on est d'accord, l'économie se contracte. Oui, on produit moins de richesses que l'année précédente. Le gâteau rétrécit. Et la dernière phase, Quand on touche le fond et qu'on remonte. c'est la reprise. Voilà, c'est le point bas du cycle, le moment où la tendance s'inverse. L'activité redémarre et on s'engage dans un nouveau cycle qui commencera par une nouvelle phase d'expansion. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer croissance économique, le phénomène de long terme, et expansion qui n'est qu'une phase temporaire du cycle. C'est beaucoup plus clair. On est donc parti de l'idée un peu floue de croissance pour arriver à une vision beaucoup plus fine. On a vu qu'il fallait se méfier du PIB nominal et toujours chercher le PIB réel, celui qui est nettoyé de l'inflation. Ensuite, on a vu que même une croissance réelle positive ne veut pas dire une amélioration du niveau de vie si la population augmente plus vite. Et enfin, on a compris que tout ça suit un cycle. Expansion, récession, dépression et reprise. On a une bien meilleure grille de lecture maintenant. L'objectif est atteint. On a les outils pour ne plus être passif face à l'information économique. Et on a vu que derrière un simple pourcentage se cachent des réalités humaines très complexes. Absolument. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée pour aller un peu plus loin. On a exploré en détail comment le PIB mesure la production de richesse. Mais cet indicateur, qui est vraiment centré sur la production, mesure-t-il vraiment le bien-être d'une société? Si on crée plus de richesses, mais au détriment de l'environnement, de la santé ou en creusant les inégalités, est-ce que ce serait toujours une bonne croissance? Hmm. Ça soulève une question essentielle qui est au cœur des débats aujourd'hui. Quels autres éléments, au-delà du PIB, devrait-on considérer pour évaluer la véritable prospérité d'une nation? C'est une question fondamentale qui pourrait faire l'objet d'une toute nouvelle discussion. Merci de nous laisser avec cette réflexion.